Dès l'instant où j'ai franchi le seuil de ma porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'étais parti depuis 11 jours, 5 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour ma prothèse du genou, et 6 autres chez mon frère Gérard à Reims. Le temps que je me remette sur pied, Gérard avait fait l'aller-retour depuis Reims, soit 2 heures de route à chaque fois, pour venir me chercher à Paris. Ce qui vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur mon frère. 63 ans et il répond toujours présent sans qu'on ait besoin de lui demander. Mon gendre, lui, n'est pas venu. Ma fille m'a appelé pour me dire qu'il était débordé au travail et qu'il se rattraperait plus tard. J'ai donc pris un taxi. La première chose que j'ai remarquée en entrant, c'était l'odeur. Pas mauvaise, exactement, juste différente. L'adoucissant de quelqu'un d'autre. Une bougie que je ne connaissais pas. La lumière de la cuisine était allumée. Alors qu'il était 14 heures, que la maison est exposée plein sud. Qu'elle est baignée de soleil. Des petits détails, le genre de choses que l'on ne remarque que lorsqu'on vit quelque part depuis 31 ans et que l'on connaît chaque grincement du parquet et chaque courant d'air venant de la fenêtre au-dessus de l'escalier. J'ai posé mon sac près de la porte et j'ai appelé. Pas de réponse. Ma fille était au travail. Elle est assistante dentaire. Dans un cabinet à Boulogne-Billancourt du mardi au vendredi. L'emploi du temps de mon gendre était plus difficile à suivre. Il avait été plus souvent au chômage qu'en poste depuis qu'il s'était installé chez moi il y a 2 ans et demi, après ce que ma fille appelait une mauvaise passe. J'avais arrêté de poser des questions sur les détails. J'ai marché dans le couloir vers mon bureau. Cette pièce est installée de la même façon depuis 2004. Le bureau en chêne sombre que ma défunte épouse, Marie-Claire, avait choisi. Son fauteuil de lecture dans le coin, le verre avec la coudoir usée où elle s'asseyait toujours. Des étagères du sol au plafond. Une photo de nous deux au lac d'Annecy en 1991. L'été avant la naissance de ma fille. Cette pièce est ce que j'ai de plus proche d'elle, 20 ans après l'avoir perdue. La porte était verrouillée, pas coincée. Ni gonflée par l'humidité comme cela arrive en août, mais fermée avec un verrou de sûreté que je n'avais jamais vu auparavant, monté à hauteur d'yeux, brillant et neuf. Le genre qu'on achète chez le roi Merlin un samedi matin quand on a décidé que quelque chose vous appartient. Je suis resté là un moment. J'ai même vérifié le numéro sur la porte comme si j'avais pu me tromper de couloir dans ma propre maison. Puis j'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé plus fort. Je suis allé chercher mon gendre. Il était au sous-sol, mon sous-sol, en train de regarder quelque chose sur un ordinateur portable avec un casque sans fil. Il ne m'a pas entendu descendre. Je me suis tenu devant lui jusqu'à ce qu'il lève les yeux et retire une oreille de son casque. Ah, il a dit, tu es de retour. Pas de bienvenue à la maison, pas de comment te sens-tu? Juste tu es de retour. Comme si j'étais un colis qu'il avait oublié avoir commandé. Je lui ai dit que la porte du bureau était verrouillée et je lui ai demandé ce qui se passait. Il a posé l'ordinateur lentement, comme le font les gens qui choisissent leurs mots, et il a dit que sa mère avait eu besoin d'un endroit où loger temporairement. Il a dit que c'était logique d'utiliser le bureau puisque je n'étais pas là. Il a ajouté que mes affaires étaient dans le débarras à côté de la buanderie. Je veux être précis sur ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, car c'est important pour tout ce qui a suivi. Ce n'était pas de la colère, pas au début. C'était quelque chose de plus froid, la sensation de voir un étranger porteur vos propres vêtements. Je lui ai demandé quand il avait prévu de me le dire. Il a répondu qu'ils allaient tout m'expliquer à mon retour. Je lui ai demandé qui avait installé le verrou. Il a dit que c'était lui, parce que sa mère avait besoin d'intimité. J'ai hoché la tête. Je suis remonté à l'étage.
Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. L'érable que j'avais planté l'année où ma fille a eu 5 ans, les parterres de fleurs que Marie-Claire avait commencé et que j'avais entretenu depuis. Et j'ai réfléchi au genre d'homme que je voulais être dans les 10 prochaines minutes. Ma fille s'appelle Aurélie. Elle a 34 ans. Elle a les yeux de sa mère et, pendant la majeure partie de sa vie, elle a eu la décence de sa mère. Je dis la majeure partie, car ce que j'ai découvert au cours des 48 heures suivantes a changé une partie de ce que je pensais savoir. Mon gendre s'appelle Cédric. Il a 37 ans. Il a grandi à Rouen, a un frère quelque part dans le sud, et une mère nommée Chantal, que je n'avais rencontrée qu'une seule fois, brièvement, à leur mariage il y a 6 ans. Je n'avais aucune raison de penser à elle avant cet après-midi-là. Quant Aurélie est rentrée du travail, j'étais toujours à la table de la cuisine. Je n'avais pas bougé parce que mon genou me lançait et parce que j'attendais. Elle est entrée par la porte latérale, m'a vu et s'est arrêtée. « Papa » a-t-elle dit. « Comment s'est passé le trajet ?» Je lui ai dit que j'avais pris un taxi. Je lui ai dit de s'asseoir. Elle s'est assise. Elle a regardé ses mains. Et puis elle a dit quelque chose à quoi j'ai pensé presque chaque jour depuis. Elle a dit qu'elle savait que j'allais être contrarié, mais qu'elle pensait qu'une fois que j'aurais vu à quel point c'était bien arrangé, une fois que j'aurais rencontré Chantal correctement, je comprendrais. Je lui ai demandé quand elle avait décidé de faire ça. Elle a dit qu'ils y pensaient depuis un moment. Chantal louait un petit appartement à Rouen, le propriétaire avait vendu l'immeuble et elle devait partir avant la fin du mois. Aurélie a dit que c'était censé n'être que pour quelques mois. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas appelé. J'étais chez Gérard. J'avais un téléphone. Elle connaissait le numéro. Elle a dit qu'elle n'avait pas voulu m'inquiéter pendant ma convalescence. Je lui ai demandé si elle pensait que trouver un verrou sur la porte de mon bureau serait moins inquiétant qu'un coup de téléphone. Elle n'a pas répondu. Je lui ai dit que je voulais que le verrou soit retiré avant le matin. Je lui ai dit que j'avais besoin de dormir et que nous reparlerions demain. Elle a hoché la tête. A dit bien sûr, a tendu le bras au-dessus de la table et a touché ma main. Je l'ai laissé faire et je suis monté me coucher. Je suis resté éveillé pendant 3 heures. Ce qui me tournait dans la tête, ce n'était pas exactement le verrou. C'était le moment choisi. J'étais parti pendant 11 jours. Mon opération du genou était prévue depuis 4 mois. Aurélie connaissait les dates, ce qui signifiait que la décision de faire venir Chantal avait été prise pendant que j'étais soit à l'hôpital, soit à Reims, délibérément. Je commençais à penser que cela avait été calculé pour qu'à mon retour, la situation soit déjà installée, déjà un fait accompli. J'ai travaillé dans les assurances pendant 35 ans. Je sais comment les gens se comportent quand ils espèrent que vous ne regarderez pas de trop près. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai préparé du café et j'ai attendu. Chantal est descendue à 8 heures en robe de chambre, a ouvert le réfrigérateur comme s'il était à elle, et a semblé sincèrement surprise de me voir. C'était une petite femme, la soixante-dizaine débutante, pas inamicale dans sa posture, mais il y avait une pointe d'astuce derrière ses yeux que j'ai reconnue. Elle a dit « Oh, vous devez être le père d'Aurélie ». Elle s'est versé un café de ma cafetière avec mes grains de café et s'est assise à ma table de cuisine. J'ai dit oui. J'ai ajouté que j'étais aussi la personne dont le nom figurait sur le titre de propriété. Elle a souri comme si j'avais fait une blague. Elle a dit qu'Aurélie lui avait tellement parlé de moi. Elle a dit que j'avais une magnifique maison. Je l'ai remerciée. Je lui ai demandé quels étaient ses projets pour trouver son propre logement. Elle a dit qu'elle cherchait encore. Elle a dit que Rouen devenait si
Cher. Elle a dit qu'elle appréciait ma patience. J'ai répondu que je n'avais pas proposé ma patience. Je lui ai demandé d'avoir un calendrier plus précis d'ici la fin de la semaine. Elle a cessé de sourire. Le verrou, s'est-il avéré, n'avait pas été retiré pendant la nuit. Cédric avait enlevé le verrou de sûreté. Mais il avait laissé un crochet à l'intérieur et il y avait toujours ce qui semblait être la plupart des affaires de Chantal disposées dans toute la pièce. Y compris sur le fauteuil de lecture de Marie-Claire, une valise ouverte sur le sol. Des articles de toilette sur mon bureau. Je suis allé dans mon débarras. Mes dossiers étaient là, empilés dans des cartons, quelques-uns posés sur le congélateur. La photo du fauteuil de lecture de Marie-Claire, celle du lac d'Annecy, avait été posée à plat sur un carton, face contre terre. Je suis resté là longtemps. Je m'appelle Jean-Pierre. J'ai 66 ans. Je suis semi-retraité, je travaille encore comme consultant à temps partiel pour le cabinet où j'ai fait ma carrière. Je suis l'unique propriétaire de ma maison. J'ai fini de payer mon crédit en 2019. J'ai un bon médecin traitant, une retraite raisonnable, un frère qui fait 2 heures de route quand j'ai besoin de lui, et une fille unique. Je suis remonté. J'ai trouvé mon ordinateur portable et j'ai appelé mon avocate. Paulette s'occupe de mes affaires depuis 12 ans. Elle est efficace et elle ne prend pas de gants, ce que j'apprécie. J'ai expliqué la situation. Elle a posé quelques questions. Elle m'a dit ce que je pouvais et ne pouvais pas faire légalement étant donné qu'Aurélie et Cédric résidaient dans la maison depuis 2 ans et demi. Elle m'a indiqué les étapes à suivre pour établir formellement que Chantal n'était pas une locataire et n'avait aucun droit de résidence. Elle m'a dit de tout documenter. J'ai pris des photos du débarras. J'ai pris des photos de la porte du bureau modifiée. J'ai noté les dates et les conversations. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire 1 an plus tôt. J'ai appelé un ancien collègue qui travaille toujours dans l'évaluation des risques et je lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler d'un certain Cédric Perrin, anciennement employé dans une entreprise de logistique de taille moyenne à Nanterre. Il m'a rappelé le lendemain matin. Cédric avait été licencié de ce poste 18 mois avant que lui et Aurélie n'emménagent chez moi. La raison n'était pas une restructuration de l'entreprise, ce qu'Aurélie m'avait raconté. Il avait été renvoyé à la suite d'un audit interne. Aucune plainte n'avait été déposée. Parfois, il n'y en a pas, quand une entreprise veut éviter la paperasse et la mauvaise publicité. Mais les circonstances impliquaient le détournement d'un compte de frais d'essence sur environ 14 mois. Le montant n'était pas négligeable. Je suis resté avec ça pendant une journée. Je veux être clair, je ne vous dis pas cela pour condamner Cédric entièrement. Les gens font des choses quand ils sont désespérés et effrayés qu'ils ne feraient pas autrement. Mais j'avais laissé cet homme vivre dans ma maison. J'avais prêté de l'argent à ma fille 2 fois au cours des 2 dernières années. Une fois pour des réparations de voiture. Une autre fois pour ce qu'elle disait être une urgence dentaire, et je soupçonnais maintenant que cet argent était allé ailleurs. J'avais cru ce con m'avait dit parce que c'était ma fille. Et on a envie de croire sa fille. Ce soir-là, Aurélie est rentrée du travail et je lui ai demandé de s'asseoir avec moi dans le jardin. Nous nous sommes installés dans les chaises de jardin près de l'érable et je l'ai observée un moment avant de dire quoi que ce soit. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air fatiguée depuis longtemps. J'ai réalisé que j'avais confondu cela avec de la maturité. Je lui ai demandé de me parler du travail de Cédric, de la vraie histoire. Elle a regardé l'arbre pendant un long moment. Puis elle m'a dit, pas tout, mais assez. Elle a confirmé qu'il avait été licencié, qu'il y avait eu un problème avec les notes de frais, que c'était compliqué. Elle a dit qu'il luttait contre les dettes depuis lors. Elle a dit
Qu'elle était désolée de ne pas me l'avoir dit. Je lui ai demandé où était passé l'argent que je lui avais donné. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit qu'une partie avait servi à rembourser ce qu'il devait. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que cela n'avait pas changé. Puis je lui ai dit que j'avais besoin qu'il parte. Tous les trois. Elle a commencé à expliquer pourquoi ce n'était pas possible pour le moment, pourquoi le moment était mal choisi, pourquoi Chantal n'avait nulle part où aller. Pourquoi ils avaient besoin de plus de temps. Je l'ai laissé finir. Je lui ai dit que j'avais parlé à Paulette. Je lui ai dit que je comprenais mes obligations et que j'étais prêt à les remplir. Je leur donnerais un préavis écrit de 60 jours, tout serait fait dans les règles. Je lui ai dit que Chantal, qui n'avait aucun accord formel avec moi, devrait trouver un autre logement plutôt que cela. Aurélie a dit que j'étais cruel. Je lui ai dit qu'installer un verrou sur une porte dans ma propre maison pendant que je me remettais d'une opération sans me demander mon avis était aussi une forme de cruauté. Je lui ai dit que décider de ce qu'il fallait me dire et de ce qu'il fallait me cacher était une forme de cruauté. Je lui ai dit que je ne disais pas ces choses pour la punir, mais parce qu'elles étaient vraies, et que nous n'avions jamais été le genre de famille qui prétendait le contraire. Elle a pleuré. Je ne lui en ai pas voulu. Pour Cédric, j'ai géré cela séparément. Le lendemain matin, à la table de la cuisine avec une tasse de café qui refroidissait entre nous, je lui ai dit ce que je savais. Je n'ai rien embelli. Il n'a pas nié grand-chose. Il a dit qu'il avait prévu de me le dire. J'ai répondu que le moment pour cela était passé. Je lui ai dit que je m'attendais à ce qu'il se comporte avec décence envers Aurélie pendant la transition, quoi qu'il arrive ensuite entre deux. Il a dit qu'il le ferait. Je l'ai cru, dans une certaine mesure. J'ai parlé à Chantal en dernier. Je lui ai dit qu'elle avait 2 semaines, que j'étais prêt à l'aider à identifier des options de logement social à Rouen et dans les environs si elle avait besoin d'un point de départ, et que je ne lui en voulais pas personnellement. Elle n'était pas entièrement responsable des choix de son fils. Elle a pris les informations que j'avais imprimées pour elle, et elle est partie 12 jours plus tard avec une femme que j'ai supposée être une amie. Elle n'a pas dit au revoir. Au cours des semaines suivantes, pendant que Cédric et Aurélie réglaient les détails logistiques de leur départ, je vous épargnerai les détails de cette période. Parce qu'elle leur appartenait plus qu'à moi, j'ai commencé à remettre mon bureau en état. J'ai d'abord remonté le fauteuil de Marie-Claire du débarras. Je me suis assis dedans dans la pièce vide avant de réinstaller quoi que ce soit d'autre. La lumière de l'après-midi traversait la fenêtre comme elle l'avait toujours fait. L'érable commençait à roussir dehors. Je veux dire quelque chose sur le pardon, parce que les gens veulent toujours savoir cette partie-là. Aurélie et moi nous parlons toujours. Nous dînons ensemble environ une fois par mois dans un restaurant, en terrain neutre, ce qui était sa suggestion et une bonne idée. Elle travaille sur elle-même avec un conseiller. Cédric n'est plus dans le paysage, cela s'est terminé quelques mois après leur déménagement. Et bien que je ne puisse pas dire que je sois désolé, j'ai dit à Aurélie que je ne le dirai pas à voix haute parce que ce n'était pas utile pour elle. L'argent que je lui avais prêté, je l'ai passé par perte et profit il y a longtemps. Paulette a refait mon testament en novembre. Aurélie y figure toujours. Pas pour tout, mais pour assez. J'ai décidé qu'elle méritait une seconde chance d'être ma fille. Je suis encore en train de décider ce que cela signifie. Ce que j'ai maintenant, c'est ce que j'avais avant que tout cela ne commence, ma maison. Mon bureau, le fauteuil de Marie-Claire et l'érable dans le jardin que j'ai planté quand le monde était plus simple et qui ne se soucie d'aucune des choses qui se passent à l'intérieur. Certains matins, je prends mon café à la table de la cuisine, je le regarde et je me dis que ce n'est pas rien.
C'est en fait beaucoup. Si vous regardez ceci et que vous avez laissé quelqu'un rester un peu trop longtemps ou que vous avez cru à quelque chose parce que c'était plus facile que de poser des questions, je ne suis pas là pour vous juger. J'ai fait la même chose. Je veux juste que vous sachiez qu'il est possible de réclamer ce qui vous appartient, pas parfaitement, pas sans coup, mais avec votre dignité intacte. C'est vers cela que je suis revenu en rentrant chez moi.